Ce sentiment que je retrouve, rien ne m'empêche de m'y attarder aujourd'hui, de peser et de reconnaître la loi de sa vérité. Mais alors, il fallait l'oublier. Une des erreurs du commandement, du moins en ce qui nous concerne, mais nous n'étions pas les seuls, a été de ramener les survivants. Les mêmes hommes, sur les mêmes champs de combat où la mort les avait épargnés. Retrouver de relève en relève les mêmes objets d'une horreur misérable, c'était sans doute plus terrible que de refaire tête dans l'absolu au danger. C'était subir l'impression accablante d'une condamnation à mort sans recours, en grâce possible, une roulette russe dont le percuteur frapperait à coup sûr demain la balle du barillet. Je pense qu'une telle aberration n'a pas peu contribué à soulever les sursauts intérieurs qui allaient aboutir un jour aux mutineries de 1917. J'ai déjà parlé des blessés, et pour dire que j'en reparlerai, le moment en est venu, pour une part au moins de ce qu'il me reste à en dire. Car j'y reviendrai encore. Les blessures, la mort des autres si profondément qu'elles nous émeuvent, si approchées que soit le retour sur nous-mêmes que provoque leur présence lamentable, ne peuvent être qu'autres, en effet. Le transfert est impossible, il y faut la blessure même. Pour moi, s'il m'a été donné d'approcher en effet au plus près, avant d'être passé par là, de compatir de toute mon âme, ce fut toujours dans les périodes calmes, lorsque la mort, semblant nous oublier comme le chat et la souris, venait frapper d'un retour de patte terrible. Ainsi, près de Mouilly, dans un ravin herbu ombragé de noisetiers, en face de nous, sur la contrepente ensoleillée, d'autres soldats, déséquipés, jouissaient de l'heure tranquille et de la douce lumière d'octobre. J'avais les yeux fixés sur un groupe de joueurs de cartes, 3 hommes assis au pied d'un pin, et derrière eux, 2 hommes debout qui devaient commenter la partie. Leur voix, leur rire arrivaient jusqu'à nous. 2 des joueurs fumaient la pipe. J'en distinguais les bouffées bleues, lentes, à s'effacer dans l'air calme. Un percutant, par-dessus nous, a rasé de tout près la crête. Un seul, un de ces 77 que nous prétendions mépriser. Il est allé tomber juste au milieu des joueurs de cartes. Sa fumée noire a stagné longtemps sur les lèvres de l'entonnoir et dans la ramure du pain. Lorsqu'elle s'est enfin dissipée, nous avons vu un torse déchiqueté, une moitié d'homme accroché aux basses branches de l'arbre et dans l'herbe, près de l'autre moitié de ce mort, ses 2 jambes écartelées, un blessé qui se tordait lentement. Nos brancardiers ont couru. Nous étions silencieux sur le bord de la petite route lorsque le brancard est passé. Et cependant, à 20 mètres de là, des camarades creusaient un trou, y descendaient les pauvres restes et pelletaient les déblais par-dessus. En mars 1915, aux Éparges, après le massacre de février, la fièvre meurtrière qui avait brûlé la colline paraissait devoir se calmer. Elle allait se rallumer bientôt, mais nous ne le savions pas. Nous avions épuisé l'ivresse d'être encore vivants, nous commencions à sentir le besoin d'évoquer nos camarades tués, et bientôt le courage d'aller voir à l'hôpital militaire de Verdun nos grands blessés inévacuables qui menaient un autre combat. Le 13 mars au matin, j'étais au presbytère du village dont ma compagnie tenait les abords et les ruines. L'irruption d'un agent de liaison tout à fait inattendu me donna dans l'instant le sentiment d'un malheur. Ce fut le mot même dont il usa pour me jeter la nouvelle. Il était bouleversé, oppressé par l'émotion, beaucoup plus que par sa course. 2 obus de 150 venaient d'atteindre un abri d'arrière-ligne, poste de commandement du bataillon. Le premier avait percuté à la jointure exacte du revêtement supérieur et du sol. Il avait éclaté au dehors, mais laissé au point d'impact un trou guère plus grand qu'une assiette. Le deuxième, à moins d'1 seconde d'intervalle, s'était infilé par ce trou et avait explosé dans l'abri. Un obus qui éclate ainsi à l'intérieur d'un local clos y fait des dégâts terrifiants. Il y avait là beaucoup d'hommes, des cyclistes, des agents de liaison, des téléphonistes, le commandement et l'aide-major de mon bataillon, un autre commandant arrivé de la veille, un capitaine revenu du dépôt après une première blessure. À la lettre, ce fut une boucherie. Notre commandant saignait au cou, l'artère carotide ouverte, l'autre le crâne traversé et les nerfs optiques coupés. Il devait mourir le lendemain aveugle. Il y avait bien d'autres morts. Le médecin aide-major avait été haché. Quand j'ai pu arriver à l'abri, on venait d'emporter tous ces morts.
Mais on n'avait pu tout enlever. Les semelles sur le sol écrasaient des cailloux enrobés de poussière qui se remettaient à saigner. L'un des premiers témoins me disait en parlant de l'aide-major « Si vous aviez vu ses yeux, il avait regardé la mort, mon lieutenant. Il avait eu le temps de la voir. » À moins d'une seconde d'intervalle, je crois qu'il ne l'avait pas vue. L'expression de terreur hagarde qui avait frappé le témoin, ce devait être l'éclatement du premier obus qu'il avait fiché dans ses yeux. L'autre obus avait tué avant qu'elle ne s'effaçât. Par le trou rond, creusé comme l'emporte-pièce sous la jointure du revêtement, un ray de jour entrait roidement, allait frapper la paroi opposée. Une clarté bleue s'en diffusait. On pouvait voir à la limite, collés contre le mur de terre, de larges loques de peau veloutée de poils sombres. Le surlendemain, nous remontions en ligne dans les parallèles d'assaut.